Je m'appelle Ambre Morin et j'ai 29 ans. Pendant 5 ans, tout mon univers a tourné autour de mon poste de directrice marketing au sein du collectif Valois Sterling. J'ai mis toute mon âme dans cette entreprise. Je me suis battue bec et ongles pour obtenir une promotion qui était enfin à ma portée. Ma famille était tout pour moi, jusqu'au moment où j'ai découvert la trahison la plus abjecte que l'on puisse imaginer. Mes propres parents ont appelé mon patron pour lui dire que j'étais mentalement instable. Tout ça pour que ma sœur Chloé puisse débarquer et prendre le poste que j'avais mérité. Quand j'ai finalement confronté mon père, il m'a ri au nez en disant « Ma chérie, ce n'est qu'un travail. Si vous avez déjà été poignardée dans le dos par les personnes mêmes qui étaient censées vous protéger, dites-moi d'où vous me suivez et assurez-vous de vous abonner pour voir comment j'ai complètement renversé ce véritable cauchemar. » J'ai obtenu une double licence en marketing et en administration des entreprises à l'Université Paris-Dauphine. Et laissez-moi vous dire que mes études n'ont pas été une partie de plaisir. Contrairement à beaucoup de mes camarades dont les parents payaient l'intégralité des frais, j'ai dû jongler entre 2 petits boulots juste pour m'en sortir, tout en maintenant une excellente moyenne de 17 sur 20. Mes parents auraient pu m'aider davantage financièrement, mais ils répétaient sans cesse que je devais me forger le caractère par le travail. C'est drôle, parce que cette même logique ne semblait jamais s'appliquer à ma sœur cadette, Chloé. Ils l'aidaient pour presque tout, prétextant toujours qu'elle était simplement plus sensible et qu'elle avait besoin de ce soutien supplémentaire. Malgré tous ces obstacles, j'ai excellé sur le plan académique. Cela a payé lorsque j'ai décroché un stage très convoité au collectif Valois Sterling l'été précédant ma dernière année. Ce stage a directement débouché sur une offre d'emploi et j'ai commencé comme assistante marketing junior 1 semaine seulement après avoir lancé mon mortier en l'air. Valois Sterling n'était pas une agence quelconque. C'était l'une des meilleures agences de marketing de Paris, gérant des clients allant des startups locales aux entreprises du CAC 40. Le simple fait d'y mettre un pied me semblait être un accomplissement monumental. L'environnement de travail était aussi intense et compétitif qu'on peut l'imaginer. L'entreprise fonctionnait entièrement sur un système basé sur le mérite, ce qui signifiait que seule votre performance déterminait jusqu'où vous pouviez aller. Au cours des 5 années que j'y ai passées, je n'ai pas seulement répondu aux attentes, je les ai pulvérisées. J'ai personnellement ramené 4 nouveaux clients majeurs. J'ai mené des campagnes si réussies qu'elles ont augmenté le chiffre d'affaires de l'entreprise de 20%. J'ai même pris le temps de former les membres juniors de l'équipe, les aidant à trouver leur marque. Mes évaluations de performance étaient constamment élogieuses. Mon supérieur direct, Léo Valois, l'un des associés de l'entreprise, louait souvent mon éthique de travail exceptionnelle et ce qu'il appelait ma pensée innovante. Chaque dimanche, je me rendais à la maison de mes parents en banlieue pour le dîner. Mes réussites recevaient un bref signe de tête, mais n'étaient jamais vraiment célébrées. Mon père, Robert, un conseiller financier prospère, me gratifiait d'un rapide « c'est bien ma fille » approbateur avant de recentrer immédiatement la conversation sur Chloé et son dernier problème en date. Ma mère, Hélène, était plus subtile dans son favoritisme. Elle trouvait toujours des moyens de pouponner Chloé tout en s'attendant à ce que je gère n'importe quel défi qui se présentait à moi, quelle que soit son ampleur. Chloé avait 25 ans et avait déjà enchaîné 3 emplois différents au cours des 2 dernières années. Elle avait eu exactement les mêmes opportunités d'études que moi, mais elle avait choisi une fac moins exigeante et avait obtenu une moyenne, pour le dire gentiment, peu impressionnante. Son éthique de travail était, au mieux, discutable. Elle était connue pour se faire porter pâle dès qu'elle n'avait tout simplement pas envie d'aller travailler. Chaque emploi qu'elle avait eu se terminait de la même manière. Soit elle démissionnait parce que c'était trop stressant, soit elle était licenciée pour performance insuffisante. À ce moment-là, elle était au chômage et vivait de nouveau chez nos parents, qui lui trouvaient constamment des excuses. « Tout le monde n'est pas fait pour le monde de l'entreprise comme toi, Ambre », disait ma mère, comme si mon succès était un trait génétique aléatoire et non le résultat direct d'un dévouement sans fin et de nuits blanches. Malgré ce favoritisme évident, j'essayais de maintenir une relation décente avec ma famille. Ils restèrent mes parents et Chloé restait ma sœur. Je croyais, naïvement, que nous avions un niveau fondamental de respect et de soutien mutuel, même si la balance n'était pas parfaitement équilibrée. Tout a changé un mardi matin de mars, lorsque Léo m'a convoqué dans son bureau. Il a fermé la porte, ce qui était rare, et m'a fait signe de m'asseoir. « Ambre,
Je voulais discuter avec vous en privé avant toute annonce officielle. A-t-il commencé, son ton habituellement confiant teinté d'une véritable excitation. Sharon prend sa retraite en tant que vice-présidente de la stratégie à la fin du trimestre et le comité de direction a discuté de son remplacement. Mon cœur s'est mis à battre la chamade contre mes côtes. Je savais exactement où il voulait en venir. Votre nom est tout en haut de notre liste, a-t-il poursuivi. Vos performances ont été tout simplement exceptionnelles. Et franchement, vous assumez déjà bon nombre des responsabilités qui accompagnent ce poste. Nous devons encore suivre le processus formel, bien sûr, rencontrer quelques candidats externes conformément à la politique de l'entreprise, mais je voulais que vous sachiez que vous êtes notre choix préférentiel. Le poste de vice-président de la stratégie était une étape qui changeait la vie. Il s'accompagnait d'un bureau d'angle, d'une augmentation de salaire de 70%, d'une équipe de 10 personnes sous ma responsabilité directe et d'un siège à la table de la direction. C'était exactement l'opportunité pour laquelle je m'étais sacrifiée et avais travaillé sans relâche au cours des 5 dernières années. Ce soir-là, j'avais à peine réussi à contenir mon excitation en me rendant chez mes parents pour un dîner improvisé. J'avais même apporté une bonne bouteille de champagne, prête à enfin célébrer réellement avec ma famille. Quand je suis arrivée, Chloé était déjà sur le canapé, se plaignant d'un autre entretien d'embauche raté. « Il demandait 5 ans d'expérience », grognait-elle. « Comment est-ce que quelqu'un est censé acquérir de l'expérience si personne ne veut vous embaucher sans ça ?» Quand j'ai finalement partagé ma nouvelle concernant la promotion potentielle, la réaction a été complètement décevante. Mon père a lâché un bref « C'est super ma chérie », avant de se retourner immédiatement pour consoler Chloé. Ma mère a posé quelques questions sur le poste, mais elle semblait plus préoccupée de savoir si les responsabilités supplémentaires ne seraient pas trop de pression pour moi. La réaction de Chloé a été la plus révélatrice. Elle a affiché un faux sourire qui n'a pas atteint ses yeux et a immédiatement changé de sujet pour revenir à sa propre recherche d'emploi. Au fur et à mesure que la soirée avançait, j'ai surpris mes parents et Chloé en pleine conversation feutrée et intense dans la cuisine. À la seconde où je me suis dirigée vers eux, ils se sont tus et se sont dispersés aux 4 coins de la maison. Je suis partie ce soir-là en me sentant complètement dégonflée. Ce qui aurait dû être un moment de joie partagée était en quelque sorte devenu une autre soirée en orbite autour du trou noir des problèmes de Chloé. Je n'avais aucune idée que ce n'était que le premier chapitre d'une trahison qui ferait exploser les fondations même de ma vie professionnelle et de ma famille. Les premiers signes que quelque chose n'allait vraiment pas ont commencé à apparaître environ 1 semaine après avoir parlé de la promotion à ma famille. Rachel de la comptabilité, qui me gratifiait habituellement d'un grand et chaleureux bonjour le matin, a à peine croisé mon regard alors que nous nous croisions dans le couloir. Plus tard dans la journée, lors de notre réunion d'équipe hebdomadaire, j'ai remarqué que quelques membres de mon équipe échangeaient des regards étranges pendant que je parlais. C'était subtil, mais pour quelqu'un comme moi qui se targuait d'établir de solides relations professionnelles, le changement d'atmosphère était palpable. Le jeudi, les choses sont devenues plus alarmantes. Une réunion stratégique majeure pour notre plus gros client, une réunion que j'étais censée diriger, a été reportée sans que personne ne me le dise. Quand j'ai interrogé Léo à ce sujet, il est resté vague, marmonnant quelque chose à propos de restructurer l'approche, avant de changer rapidement de sujet. Ensuite, j'ai été retirée de la liste des invités pour un déjeuner de direction où je savais que des discussions préliminaires sur la réorganisation du département avaient eu lieu. Une réorganisation que j'étais censée diriger bientôt. Mon amie et collègue, Jeanne, m'a prise à part après ce déjeuner. « Ambre, tout va bien pour toi ?» a-t-elle demandé, une inquiétude sincère dans les yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Tout va bien », ai-je dit, complètement déconcertée par sa question. Jeanne a hésité 1 seconde avant de continuer. « Écoute, il y a des rumeurs qui circulent. Les gens disent que tu traverses peut-être des problèmes personnels, du genre des problèmes de santé mentale. » J'étais sidérée, complètement abasourdie. « Quoi ? C'est absolument faux. D'où est-ce que quelqu'un pourrait bien tenir une idée pareille ? » « Je ne sais pas, » a-t-elle dit en secouant la tête. « Mais Léo a enchaîné les réunions à huis clos avec les RH toute la semaine et ton nom revient sans cesse. Cet après-midi-là, j'ai trouvé un prétexte pour passer devant le service des ressources humaines. Au même moment, j'ai vu Léo dans le bureau de Suzanne, la directrice des RH. La porte était légèrement entr'ouverte et j'ai pu entendre des bribes de leur conversation. L'email était assez détaillé.
disait Suzanne. Si ce que son père dit est vrai, nous devons sérieusement nous demander si elle est prête pour ce niveau de responsabilité. Elle n'a jamais montré le moindre signe d'instabilité ici, a répondu la voix de Léo. Son travail a été exemplaire. La famille voit souvent des choses que nous ne voyons pas, a rétorqué Suzanne. Et la responsabilité est une préoccupation sérieuse si nous ignorons simplement ce genre d'avertissement. Je me suis éloignée rapidement, l'esprit en ébullition. Mon père avait contacté mon lieu de travail? À propos de quoi? Qu'avait-il bien pu dire pour qu'il remette en question ma stabilité mentale? Au cours des jours suivants, l'isolement au travail est devenu suffocant. Les projets que j'avais dirigés ont été discrètement réaffectés. Les conversations s'arrêtaient brusquement dès que j'entrais dans une pièce. Même Léo, qui avait été mon plus grand champion pendant des années, est devenu distant et évasif. Le vendredi après-midi, je ne supportais plus l'incertitude. J'ai décidé de le confronter directement. J'ai frappé à la porte de son bureau en fin de journée, après que la plupart du personnel soit déjà parti pour le week-end. « Léo, j'ai besoin de savoir ce qui se passe », ai-je dit fermement en fermant la porte derrière moi. Il y a eu un changement très net dans la façon dont les gens me traitent, et je sais que cela a un rapport avec ces rumeurs sur ma santé mentale. Léo avait l'air profondément mal à l'aise, brassant des papiers sur son bureau. « Ambre, parfois les questions de personnel sont complexes. Nous devons prendre en compte de nombreux facteurs lorsque nous prenons des décisions concernant les postes de direction. Est-ce que c'est à cause de ce que mon père vous a dit ?» ai-je demandé, allant droit au but. Sa tête s'est relevée d'un coup, sa surprise était évidente. « Vous êtes au courant? Je sais qu'il vous a contacté, » ai-je dit. « Ce que je ne sais pas, c'est ce qu'il a dit. » Léo a poussé un long et lourd soupir. « Votre père a pris contact pour exprimer des inquiétudes, à l'idée de vous promouvoir à un poste à fort stress. Il a mentionné que vous aviez eu des épisodes significatifs dans le passé, que vous pourriez ne pas bien gérer la pression. Il a été très précis sur certains incidents. Mon esprit n'était qu'un tourbillon de confusion. Des incidents? Quels incidents? Il n'y avait pas eu d'incident. Il a mentionné une dépression nerveuse pendant votre 2e année de fac, des problèmes d'anxiété continue que vous cachiez au travail, et une tendance à l'instabilité émotionnelle lors des conflits familiaux. Il a dit que votre sœur vous couvrait dans des situations familiales depuis des années, et qu'il craignait que la même chose ne se produise au travail. J'étais sans voix. Rien de tout cela n'était vrai. Pas un seul mot. Ma 2e année avait été stressante, certes, mais tout à fait gérable. Je n'avais jamais eu de problème de santé mentale au-delà du stress normal que ressent toute personne occupant un poste exigeant. Léo, rien de tout cela n'est vrai. Je n'ai jamais fait de dépression ni eu de problème de santé mentale qui aurait pu affecter mon travail. Mes performances ici parlent d'elles-mêmes. Il avait l'air sincèrement partagé. « Ambre, j'apprécie énormément votre travail. Mais quand un membre de la famille nous contacte avec ce genre de préoccupation, nous avons la responsabilité de le prendre au sérieux. » J'ai quitté son bureau dans un état second, incapable de comprendre l'ampleur de la trahison de mon père. Mais le pire, j'allais bientôt le découvrir, était encore à venir. Le lundi suivant, je suis arrivé tôt, espérant rassembler mes esprits avant d'affronter une autre journée de chuchotements et de regards en coin. Le bureau était presque vide. J'ai remarqué que Léo s'était éloigné de son bureau et avait laissé son ordinateur déverrouillé, ce qu'il ne faisait presque jamais. Juste à ce moment-là, une notification est apparue sur son écran. C'était un email avec pour objet « Inquiétude concernant Ambre Morin ». L'expéditeur était mon père. Je sais que je n'aurais pas dû regarder. C'était une violation massive de la vie privée et de la politique de l'entreprise. Mais toute ma carrière et ma réputation étaient en train d'être démantelées à cause des mensonges que mon père avait racontés. J'ai rapidement cliqué sur l'email, et ce que j'ai lu a fait voler mon monde en éclats. « Cher Monsieur Valois », commençait l'email. Pour faire suite à notre conversation téléphonique, je souhaitais vous fournir des exemples plus spécifiques du comportement préoccupant d'Ambre. En tant que son père, il m'est extrêmement difficile de partager cela. Mais je crois qu'il serait irresponsable de ne pas vous avertir avant que vous ne preniez une décision de promotion aussi importante. L'email détaillait ensuite une série d'incidents complètement fabriqués. Une prétendue hospitalisation pour anxiété pendant mes études qui n'avait jamais eu lieu. Des affirmations selon lesquelles j'avais des épisodes explosifs lors des réunions de famille chaque fois que les choses n'allaient pas dans mon sens.
Des allégations selon lesquelles je voyais secrètement un psychiatre depuis des années pour des problèmes de régulation émotionnelle. Il avait même l'audace de suggérer que mon éthique de travail acharnée était en fait une manifestation de tendances obsessionnelles malsaines. Mais le coup le plus dévastateur est venu à la toute fin. Bien que nous souhaitions soutenir la carrière d'Ambre, ma femme et moi pensons qu'un poste de direction à haute pression serait préjudiciable à sa santé mentale. Nous suggérerions d'envisager d'autres candidats, y compris potentiellement sa sœur, Chloé, qui a exprimé son intérêt à rejoindre votre entreprise. Chloé a une formation similaire, mais un tempérament beaucoup plus stable et une approche saine de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. J'ai joint son CV pour votre considération. La trahison était totale. Mon père ne s'était pas contenté de saboter ma promotion avec un tissu de mensonges. Il faisait activement pression pour que Chloé prenne ma place. J'ai rapidement fermé l'email et suis retournée en titubant à mon bureau, mes mains tremblant si violemment que je pouvais à peine les contrôler. J'ai juste eu le temps d'atteindre les toilettes avant que les larmes n'éclatent. Je me suis enfermée dans une cabine, pressant mon poing contre ma bouche pour étouffer les sanglots déchirants qui secouaient mon corps. La trahison était si profonde, si calculée, si froide. C'étaient mes parents, les personnes qui étaient censées m'aimer et me soutenir inconditionnellement. Et au lieu de cela, ils avaient délibérément et systématiquement torpillé ma carrière au profit de ma sœur. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là avant d'entendre la voix de Jeanne. « Ambre, tu es là? Ça va ?» J'ai essayé de me ressaisir, m'aspergeant le visage d'eau froide avant de déverrouiller la porte de la cabine. Un seul regard à mes yeux rouges et gonflés lui a dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-elle demandé, me guidant doucement vers un petit banc dans le coin des toilettes. Entre des phrases entrecoupées et une nouvelle vague de larmes, je lui ai tout raconté. L'email, les mensonges, la suggestion que Chloé devrait obtenir le poste pour lequel j'avais saigné. « C'est de la folie », a dit Jeanne, son visage un mélange de choc et d'indignation. « Tout le monde ici sait à quel point tu es dévoué et pondéré. J'ai travaillé avec toi pendant 4 ans, à travers des dizaines de délais sous haute pression et des clients impossibles. Pas une seule fois je ne t'ai vu montrer le moindre signe d'instabilité. Peu importe ce qui est vrai, ai-je dit amèrement. Le doute a été semé. Léo et les RH auront toujours ce doute sur moi maintenant. Alors nous devons nous battre, a insisté Jeanne. Je vais aller avec toi au RH tout de suite. Je témoignerai de ton caractère et de tes performances. Avec le soutien de Jeanne, je me suis suffisamment ressaisie pour demander une réunion immédiate avec Léo et Suzanne des RH. Dans la salle de conférence, j'ai tout exposé ce que j'avais découvert. Je sais que je n'aurais pas dû lire l'email sur l'ordinateur de Léo, ai-je reconnu. C'était une erreur et j'accepterai toutes les conséquences qui en découleront. Mais ce que mon père vous a dit est complètement et totalement faux. Je n'ai jamais été hospitalisée. Je n'ai jamais vu de psychiatre. Léo avait l'air profondément troublé. Ambre, nous ne prendrions jamais une décision de promotion basée uniquement sur un email d'un membre de la famille. Mais votre père était très convaincant et c'est un professionnel respecté lui-même. Mes performances vous ont-elles déjà donné la moindre raison de douter de ma stabilité ou de mes capacités ? Lui ai-je demandé directement. Non, a-t-il admis. Votre travail a été exceptionnel. Alors pourquoi avoir même envisagé ces affirmations sans en discuter d'abord avec moi ? Suzanne est intervenue, sa formation en RH se manifestant dans son ton soigneusement mesuré. Lorsque nous recevons des informations sur le bien-être d'un employé, en particulier d'un membre de la famille, nous avons le devoir de les prendre en considération. Cela dit, nous aurions dû vous faire part de ces préoccupations directement avant de prendre toute mesure. Quelle mesure a déjà été prise ? Ai-je demandé, redoutant la réponse. Léo et Suzanne ont échangé un regard. Nous avons reçu plusieurs candidats pour le poste de vice-président de la stratégie, a dit Léo prudemment. Y compris votre sœur, Chloé, qui est venue hier. J'ai eu l'impression que la pièce tanguait. Hier ? Vous avez fait passer un entretien à ma sœur pour ma promotion hier, sur la base de la recommandation de mon père ? Nous recevons tous les candidats qualifiés, a dit Suzanne sur la défensive. Son curriculum vitae montrait une formation pertinente et une certaine expérience en marketing. Elle a été virée de 3 emplois en 2 ans, ai-je dit, ma voix s'élevant malgré mes efforts désespérés pour rester calme. Elle n'a aucune expérience significative en marketing.
La seule raison pour laquelle elle a été reçue, c'est parce que mon père essaie de lui donner mon poste sur un plateau. La réunion s'est terminée par de vagues promesses qu'ils allaient réexaminer la situation et prendre en compte tous les facteurs. Mais je savais la vérité. Le mal était fait. Même s'il ne promouvait pas Chloé, le doute à mon sujet avait été semé trop profondément pour être un jour complètement déraciné. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, mes mains agrippant le volant si fort que mes jointures étaient blanches. Leurs 2 voitures étaient dans l'allée. Et celle de Chloé aussi. Parfait. Je pourrais les confronter tous en même temps. Je n'ai même pas pris la peine de frapper, utilisant ma vieille clé pour entrer dans la maison où j'avais grandi. Ils étaient dans la salle à manger, les restes du dîner encore sur la table. Leurs rires se sont tus à la seconde où je suis apparue dans l'embrasure de la porte. « Ambre », a dit ma mère, la surprise dans la voix. « On ne t'attendait pas ce soir. »« Clairement », ai-je répondu, ma voix glaciale. « Vous semblez tous célébrer quelque chose ?» L'expression de mon père est passée de la surprise à la prudence. « Chloé a eu un entretien d'embauche prometteur hier. Nous prenions juste un petit dîner en famille. »« Chez Valois Sterling », ai-je dit. Ce n'était pas une question. Le silence de mort qui a suivi a tout confirmé. « Tu as contacté mon patron ?» ai-je continué, regardant mon père droit dans les yeux. « Tu lui as dit que j'étais mentalement instable. Tu as inventé des mensonges sur des hospitalisations et des dépressions qui n'ont jamais eu lieu. Tout ça pour que Chloé puisse prendre la promotion pour laquelle j'ai travaillé pendant 5 ans. »« Allons, Ambre », a commencé mon père, utilisant ce ton condescendant qu'il adoptait toujours quand il pensait que je surréagissais. Le monde des affaires est compliqué. Parfois, les gens ont besoin d'un petit coup de pouce pour obtenir des opportunités. Un coup de pouce? Tu appelles ça un coup de pouce de détruire ma réputation professionnelle? Ne sois pas si dramatique, est intervenue Chloé. Ce n'est qu'un travail. J'ai tourné la tête vers elle, contenant à peine ma fureur. Qu'un travail. J'ai fait des semaines de 60 heures pendant 5 ans. J'ai rapporté des millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai mérité cette promotion. « Et qu'est-ce que ça t'a rapporté ?» a demandé mon père. « Tu travailles tout le temps. Pas de petit ami, peu d'amis. Tu n'as presque pas de temps pour la famille. Chloé a plus besoin de cette opportunité que toi. C'est une mère célibataire qui essaie de subvenir aux besoins de ton neveu. » C'était la meilleure. Le fils de Chloé passait plus de temps avec mes parents qu'avec elle. Il l'élevait pratiquement pendant que Chloé sortait avec des amis ou enchaînait les relations avec des bons à rien. « Alors vous avez décidé de me saboter, » ai-je dit, ma voix tremblante, « de mentir sur ma santé mentale. Avez-vous la moindre idée des dégâts que vous avez causés ?» Ma mère a finalement parlé, sa voix douce mais ses mots tout aussi tranchants. « Nous nous inquiétions pour toi, ma chérie. Tu as toujours été si intense, si déterminée. Ce n'est pas sain. »« Inquiet ? Si vous étiez inquiet, vous m'auriez parlé. Vous ne seriez pas allé dans mon dos voir mon employeur avec des histoires fabriquées sur ma santé mentale. » Chloé a eu l'audace d'avoir l'air légèrement coupable. Il ne m'aurait probablement pas embauché de toute façon. J'explorais juste des options. « Il t'envisageait pour mon poste !» ai-je finalement crié, perdant le dernier fil de mon sang-froid. « Un poste pour lequel tu es complètement incompétente. » Mon père s'est alors levé, sa patience à bout. « Ça suffit, Ambre. Tu as toujours eu un penchant pour le drame. C'est exactement le genre de réaction émotionnelle qui nous inquiétait. » Réaction émotionnelle? Vous avez saboté ma carrière. Vous m'avez trahi de la manière la plus fondamentale qui soit. Il a ri. Il a vraiment ri. Comme si ma douleur à l'état brut l'amusait. Ma chérie, ce n'est qu'un travail. Il y aura d'autres opportunités. Chloé en a plus besoin que toi en ce moment. Ce rire, ce mépris total pour tout ce pourquoi j'avais travaillé, a brisé quelque chose en moi. J'ai réalisé à ce moment-là que ma famille ne m'avait jamais vraiment soutenue. Mon succès avait toujours été quelque chose qui se produisait malgré eux, pas grâce à eux. Le lendemain, j'ai été convoquée à une autre réunion avec Léo et Suzanne. Ils m'ont suggéré de prendre un congé volontaire pendant qu'ils réglaient la situation. Quand j'ai refusé, ils m'ont mise en congé administratif, en attente d'une évaluation professionnelle. Mon accès à tous les systèmes de l'entreprise a été révoqué et j'ai été escortée hors du bâtiment comme une criminelle. Au cours des semaines suivantes, l'isolement a été absolu. Mes parents avaient dit à toute notre famille élargie que j'avais quelques problèmes émotionnels et que j'avais besoin d'espace,
Des amis qui avaient entendu des rumeurs sur mon congé m'ont d'abord contacté, mais ma honte et ma colère m'ont empêché d'expliquer ce qui s'était réellement passé. Même le soutien de Jeanne a commencé à faiblir, alors qu'elle était submergée par le poids de la reprise de mes projets au travail. J'étais complètement seule, trahie par les personnes en qui j'aurais dû avoir le plus confiance, et confrontée à la ruine potentielle de la carrière que j'avais mis ma vie à construire. La première semaine après avoir été mise en congé, j'ai à peine quitté mon appartement. J'ai gardé les stores baissés, la vaisselle s'est empilée dans l'évier, et j'ai simplement alterné entre des accès de rage aveugle et de longues périodes d'incrédulité engourdie. Comment mes propres parents avaient-ils pu me faire ça? La question tournait en boucle dans mon esprit, sans jamais me donner de réponse sensée. Le sommeil m'était étranger. Quand l'épuisement finissait par l'emporter, je me réveillais en sursaut de cauchemar où je hurlais sur ma famille pendant qu'ils restaient là, à rire et à me tourner le dos. La nourriture avait perdu tout son attrait. Je subsistais principalement de pizzas livrées froides et de céréales que je mangeais directement dans la boîte. La deuxième semaine, j'ai su que j'avais besoin d'aide. Cette trahison m'avait blessée bien trop profondément pour que je puisse la gérer seule. J'ai trouvé le docteur Evelyn Ray, une thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux, et j'ai pris un rendez-vous d'urgence. Son cabinet était chaleureux et accueillant, avec un éclairage doux et des fauteuils confortables qui semblaient conçus pour vous mettre à l'aise. C'était une femme d'une 50aine d'années, avec des yeux bienveillants et une manière directe et pragmatique que j'ai tout de suite appréciée. « Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Ambre ?» a-t-elle demandé après que j'ai rempli les formulaires initiaux. Toute l'histoire est sortie de moi comme un torrent de douleur et de fureur. Le docteur Ray a écouté avec une patience incroyable, posant occasionnellement une question de clarification, mais me laissant surtout décharger toutes les émotions que j'avais refoulées. « Ce que votre famille a fait est une trahison profonde, » a-t-elle dit quand j'ai enfin terminé. « Votre réaction n'est pas seulement normale, elle est saine. Vous faites le deuil de la famille que vous pensiez avoir. » Au cours des séances suivantes, le docteur Ray m'a aidé à commencer à voir des schémas dans la dynamique de ma famille que j'avais soit normalisés, soit complètement ignorés. Le favoritisme constant envers Chloé n'était pas seulement une rivalité fraternelle typique, c'était un déséquilibre systémique qui avait façonné toute la structure de notre famille pendant des années. Vos parents semblent voir Chloé comme ayant perpétuellement besoin d'être sauvée, a observé le docteur Ray, et ils vous ont attribué le rôle de la personne autosuffisante qui n'a besoin d'aucun soutien. Cette dynamique a probablement commencé dans votre enfance et a maintenant atteint son extrême logique et destructrice. Elle m'a guidée à travers des souvenirs que j'avais longtemps refoulés ou rationalisés, mes parents manquant mon discours de major de promotion au lycée parce que Chloé avait un petit rhume. Eux utilisant une partie de mon fonds d'études pour sortir Chloé de ses dettes de carte de crédit tout en me disant que je devais simplement postuler pour plus de bourses. La pression constante sur moi pour inclure Chloé dans mes groupes d'amis et mes activités, peu importe à quel point elle se comportait mal. J'ai toujours pensé que c'était juste comme ça que les familles fonctionnaient, ai-je admis lors d'une séance. Le frère ou la sœur plus fort s'occupe du plus faible. Mais cette supposition a créé une situation sans issue pour vous, a souligné le docteur Ray. Plus vous réussissiez, plus on attendait de vous que vous vous sacrifiez pour Chloé. Votre succès est devenu quelque chose à redistribuer, plutôt qu'à célébrer. Alors que la thérapie se poursuivait, mes pensées se sont tournées de plus en plus vers la vengeance. J'avais ces fantasmes vivaces d'exposer mes parents à toute notre famille élargie, de trouver un moyen de faire virer Chloé de n'importe quel emploi qu'elle parviendrait à obtenir, de leur faire ressentir la même douleur déchirante qu'ils m'avaient si nonchalamment infligée. Je veux qu'ils souffrent, ai-je avoué au docteur Ray. Je veux qu'ils perdent quelque chose qu'ils apprécient de la même manière que j'ai perdu ma carrière et ma réputation. Ces sentiments sont parfaitement naturels, m'a-t-elle assuré. Mais agir en conséquence vous laisserait probablement un sentiment de vide, et cela pourrait potentiellement nuire à votre propre intégrité. La question à vous poser est: quel résultat vous aiderait réellement à guérir et à avancer? Cette seule question a complètement changé ma perspective. Que voulais-je vraiment? Ce n'était pas seulement de faire du mal à ma famille, c'était de récupérer ma carrière, ma réputation et mon estime de moi. Je voulais leur prouver qu'ils avaient tort, non seulement sur ma stabilité mentale, mais aussi sur ma force et ma résilience. Avec cette vision plus claire, j'ai commencé à élaborer une approche stratégique plutôt qu'émotionnelle.
J'ai commencé par tout documenter, la conversation originale avec Léo sur la promotion, la chronologie de l'ingérence de mon père, chaque fausse affirmation qu'il avait faite et les preuves de mon parcours académique et professionnel qui contredisaient chaque mensonge. J'ai fait des recherches sur mes options légales pour diffamation et discrimination au travail. Bien que j'ai probablement eu un dossier solide, je savais que la bataille juridique serait longue, coûteuse et émotionnellement épuisante. Cela ternirait aussi de façon permanente ma réputation professionnelle, même si je gagnais. Le monde des affaires est petit, et être connu comme la personne qui a poursuivi sa propre famille et son employeur rendrait la recherche d'opportunités futures presque impossible. Alors, à la place, j'ai décidé de me concentrer sur la reconstruction. J'ai contacté d'anciens professeurs qui m'avaient encadré, j'ai expliqué la situation honnêtement et j'ai demandé leurs conseils. J'ai commencé à contacter d'anciens clients qui avaient été ravis de mon travail, renouant le contact sous le prétexte de réseautage professionnel. Je construisais un système de soutien complètement séparé de ma famille et de mes collègues immédiats. Le professeur Davis, mon ancienne enseignante d'éthique du marketing, a été particulièrement utile. Nous nous sommes retrouvés pour un café dans un café tranquille près du campus, et elle a écouté mon histoire avec une indignation croissante. « C'est inadmissible », a-t-elle dit fermement. Autant les actions de votre famille que la réponse de votre entreprise. Ils avaient le devoir d'enquêter correctement sur ces affirmations avant de prendre des mesures contre vous. Je ne sais tout simplement pas comment avancer, ai-je admis. Même si je parviens à garder mon emploi, tout le monde là-bas aura toujours ses doutes sur moi. Le professeur Davis a réfléchi un instant. Peut-être que garder votre emploi actuel ne devrait pas être l'objectif. Vous avez acquis des compétences précieuses et des relations incroyables. Ce sont des atouts que vous pouvez emporter n'importe où. J'avais été tellement obsédée par la défense de mon poste chez Valois Sterling que je n'avais même pas envisagé si c'était encore le bon endroit pour moi. Est-ce que je voulais vraiment rester dans un environnement où ma réputation avait été si gravement endommagée, travaillant pour des gens qui avaient été si prompts à croire le pire de moi? Cette nuit-là, j'ai élaboré un nouveau plan. Celui-ci n'était pas axé sur la vengeance, ni même sur la restauration. Il était axé sur la réinvention. Je me battrais pour laver mon nom chez Valois Sterling, non pas pour garder mon emploi, mais pour m'assurer que le dossier officiel soit rectifié. En attendant, j'explorerai discrètement d'autres opportunités, des endroits où je pourrais repartir à zéro, en tirant parti de mes réalisations sans la tâche des fausses rumeurs. Le tournant pour moi a été de réaliser que la réponse la plus puissante à la trahison de ma famille n'était pas de m'abaisser à leur niveau, mais de m'élever si haut au-dessus d'eux qu'ils ne pourraient plus m'atteindre. Le succès, le vrai succès, construit sur mes propres mérites, serait la réfutation ultime de leur croyance que j'étais instable ou indigne. Pour la première fois depuis que j'avais lu l'email de mon père, j'ai dormi toute la nuit. Le chemin à parcourir n'allait pas être facile, mais il était limpide. J'allais reconstruire ma carrière et ma vie, non par dépit, mais par respect pour moi-même et pour le travail que j'avais accompli. La meilleure vengeance ne serait pas de détruire ma famille, ce serait de créer une vie si réussie et épanouissante que leur trahison ne deviendrait qu'une note de bas de page dans mon histoire, plutôt que son chapitre déterminant. Armé de ma nouvelle perspective et d'un classeur rempli de documents, j'ai programmé une réunion formelle avec le service des ressources humaines de Valois Sterling. J'ai spécifiquement demandé que Suzanne et une représentante de leur service juridique soient présentes. Il ne s'agissait plus seulement de laver mon nom. Il s'agissait d'établir un dossier formel sur la manière dont l'entreprise avait mal géré des affirmations non fondées contre une employée. Je suis entrée dans cette réunion impeccablement vêtue d'un tailleur bleu marine qui criait la confiance et le professionnalisme. J'ai apporté plusieurs copies de mes évaluations de performance des 5 dernières années, des lettres de recommandation de clients majeurs et une chronologie détaillée et datée des événements depuis que Léo avait mentionné la promotion pour la première fois. « Merci de me recevoir », ai-je commencé, ma voix stable malgré les papillons dans mon estomac. Je comprends que l'entreprise a été placée dans une position difficile, mais je crois qu'il y a eu un grave manquement à la procédure appropriée concernant les affirmations faites sur ma santé mentale. J'ai ensuite présenté méthodiquement les preuves, démantelant un par un tous les mensonges de mon père. Mes relevés de notes universitaires ne montraient aucune absence inexpliquée ou baisse de performance qui suggérerait une dépression. Des lettres de professeurs et d'employeurs précédents
attestaient toutes de mon professionnalisme constant et de ma stabilité émotionnelle. J'ai même inclus une lettre de mon médecin traitant, déclarant que je n'avais jamais été orientée vers un traitement psychiatrique ni n'en avais reçu. De plus, ai-je poursuivi, j'ai consulté un avocat en droit du travail. Il m'a indiqué que le fait d'agir sur des affirmations non vérifiées de tiers, surtout lorsque ces affirmations contredisent directement 5 années de performance exemplaire documentée, pourrait potentiellement constituer une discrimination au travail. Suzanne et la représentante juridique, une femme à l'air sérieux nommée Janet, ont échangé des regards inquiets. « Nous apprécions votre rigueur, Ambre », a dit Suzanne prudemment. « L'entreprise souhaite certainement gérer ce problème correctement. »« Je comprends cela », ai-je répondu. « C'est pourquoi je n'engage pas de poursuite judiciaire pour le moment. Je veux simplement que ma réputation professionnelle soit restaurée et que le dossier soit officiellement corrigé. » Après une discussion de 2 heures, nous sommes parvenus à un accord. L'entreprise mènerait une enquête interne formelle sur la situation, avec l'objectif explicite de documenter que les affirmations contre moi n'étaient pas fondées. Je resterai en congé payé pendant l'enquête, mais avec une voix claire pour revenir une fois mon nom lavé. Au moment de partir, Janet, l'avocate, m'a prise à part. « Officieusement », a-t-elle dit à voix basse, « vous devriez savoir que l'entretien avec votre sœur ne s'est pas bien passé. Elle était complètement impréparée aux questions de base sur la stratégie marketing et la gestion des clients. » Je l'ai remerciée pour l'information, ressentant une petite mais satisfaisante mesure de justification. Le manque de qualification de Chloé devenait apparent pour les autres, pas seulement pour moi. Pendant que l'enquête était en cours, j'ai suivi le conseil du professeur Davis et j'ai commencé à explorer sérieusement d'autres opportunités. J'ai peaufiné mon CV et mon portfolio, en veillant à mettre l'accent sur les réalisations quantifiables et les témoignages élogieux de clients. J'ai commencé à contacter mon réseau professionnel, en présentant soigneusement ma situation actuelle comme si j'explorais de nouveaux défis, plutôt que de fuir un lieu de travail toxique. Grâce à un ancien client qui avait rejoint une agence concurrente, Apex Innovations, j'ai réussi à obtenir un entretien avec leur équipe de direction. L'entreprise venait de remporter plusieurs contrats majeurs et cherchait à élargir son leadership. Le poste qu'il recrutait serait une avancée significative par rapport à ce que j'avais chez Valois Sterling, avec plus de responsabilités et beaucoup plus de contrôle créatif. Pendant l'entretien, la question que je redoutais est inévitablement arrivée. « Je remarque que vous êtes actuellement en congé de Valois Sterling », a dit Isabelle Rousseau, l'une des associées fondatrices. « Puis-je vous demander pourquoi ?» J'avais répété ce moment dans ma tête une centaine de fois. Je savais que l'honnêteté était cruciale, mais j'étais aussi consciente que toute l'histoire, aussi folle soit-elle, pourrait soulever des doutes. « Je crois en la transparence », ai-je commencé, en prenant une profonde inspiration. Mon père, à mon insu, a contacté mon employeur avec de fausses affirmations sur ma santé mentale pour tenter d'aider ma sœur à obtenir un poste dans l'entreprise. L'entreprise m'a mise en congé le temps d'enquêter sur ces affirmations qui sont en passe d'être prouvées comme non fondées. Il y eut un bref silence autour de la table. « C'est une situation inhabituelle », a finalement dit Isabelle. « Comment l'avez-vous gérée professionnellement ?» J'ai suivi les canaux appropriés avec les RH et le service juridique pour laver mon nom, en maintenant mon professionnalisme tout au long du processus, ai-je répondu. J'ai aussi utilisé ce temps pour réfléchir à ce que je veux vraiment dans ma carrière et au type d'organisation dont je veux faire partie. Et c'est cette réflexion qui m'a menée ici, à vous. Ce qui a suivi a été une discussion incroyablement franche sur l'éthique professionnelle, la dynamique familiale et la résilience. Au lieu d'être rebutés par ma situation, les dirigeants d'Apex semblaient impressionnés par la manière dont je la gérais. À la fin de l'entretien, nous étions en train de brainstormer des idées spécifiques pour leur nouvelle campagne client. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'Isabelle. Elle m'a offert le poste de directrice de la création exécutive, avec un salaire 30% plus élevé que ce que le poste de VP chez Valois Sterling aurait payé, plus une prime à la signature substantielle et un contrôle créatif complet sur toutes les nouvelles acquisitions de clients. Nous avons été impressionnés, non seulement par votre portfolio, mais aussi par votre intégrité dans la gestion d'une situation très difficile, a expliqué Isabelle. C'est le genre de leadership que nous valorisons ici. J'ai négocié une condition supplémentaire, qu'une annonce publique de mon nouveau rôle soit diffusée par tous les principaux canaux de l'industrie.
Il était d'une importance capitale pour moi que ma réputation professionnelle soit visiblement et publiquement restaurée. Mon nouveau poste étant assuré, je suis retournée chez Valois Sterling pour une dernière réunion. L'enquête avait conclu, ne trouvant aucune preuve pour étayer les affirmations de mon père. Léo Valois avait l'air sincèrement plein de remords. « Je vous dois des excuses, Ambre », a-t-il dit alors que nous étions assis dans son bureau. « J'aurais dû venir vous voir directement à propos de l'email de votre père au lieu d'impliquer immédiatement les RH. Votre travail a toujours été exemplaire et j'ai laissé une influence extérieure obscurcir mon jugement. J'apprécie cela, ai-je dit, ressentant un étrange mélange de justification et de tristesse. Cet endroit avait été mon foyer professionnel pendant 5 ans et une partie de moi faisait le deuil de cette perte, même si j'attendais avec impatience ma nouvelle opportunité. Nous aimerions vous offrir le poste de vice-présidente de la stratégie, a poursuivi Léo, avec une compensation supplémentaire pour reconnaître la détresse que cette situation a causée. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire à l'ironie. Merci Léo, mais j'ai accepté un poste ailleurs. Je commencerai en tant que directrice de la création exécutive chez Apex Innovation le mois prochain. Le choc sur son visage était évident. Apex Innovation était un concurrent direct et redoutable, et mon départ, ainsi que mes relations clients et ma connaissance institutionnelle, serait une perte importante pour Valois Sterling. « Je vois », a-t-il dit prudemment. « C'est une sacrée avancée. Félicitations. » Alors que je me levais pour partir, il a demandé avec hésitation. « Et votre sœur ? Elle est venue pour des sessions de formation avec l'équipe. » « C'est entre Chloé et l'entreprise. » ai-je répondu froidement. Mais je vous suggérerais de vérifier soigneusement ses références et ses capacités. D'après mon expérience, elle a du mal avec la performance constante et la responsabilité. Mon tout dernier acte chez Valois Sterling a été d'envoyer un email à Jeanne et aux quelques autres collègues qui m'avaient soutenu, les remerciant de leur amitié et les invitant à rester en contact. Je n'ai pas mentionné mon nouvel emploi, sachant que les nouvelles de l'industrie le feraient pour moi assez tôt. En sortant de ce bâtiment pour la dernière fois, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines. La partie professionnelle de mon retour était complète. J'avais lavé mon nom, obtenu un meilleur poste, et je l'avais fait sans compromettre mon intégrité. Maintenant, il ne restait plus qu'à faire face aux retombées personnelles, ma famille. La nouvelle de mon nouveau poste chez Apex Innovation s'est répandue comme une traînée de poudre dans les canaux de l'industrie. Le communiqué de presse d'Apex était brillant, mettant en avant mon expérience et mes réalisations, et positionnant mon embauche comme une acquisition stratégique majeure pour l'agence. Plusieurs blogs marketing ont repris l'histoire, avec un accent particulier sur mon ascension rapide à un rôle de direction dans l'une des entreprises les plus innovantes de la ville. Le premier contact de ma famille est venu de ma mère. C'était un simple SMS qui disait « Vu les nouvelles pour ton nouveau travail, appelle quand tu peux. » Pas de félicitations, pas de reconnaissance de ce qu'ils avaient fait. Juste une attente froide et simple que je prenne contact comme si de rien n'était. Je n'ai pas répondu. 3 jours plus tard, mon père a appelé. J'ai laissé le message aller directement sur la messagerie vocale. « Ambre, c'est ton père. Nous devons parler de ce nouveau travail à toi. On dirait que les choses se sont arrangées encore mieux que prévu. Tu vois? Parfois, un petit coup de pouce est ce dont on a besoin. Appelle-nous. Le dîner du dimanche est toujours d'actualité. » Son audace était absolument stupéfiante. Il essayait en fait de s'attribuer le mérite de mon succès, présentant sa trahison odieuse comme une sorte de stratégie d'amour vache qui m'avait finalement profité. Cela ne faisait que confirmer tout ce que le docteur Ray et moi avions discuté sur la dynamique complètement déformée et toxique de ma famille. J'ai continué mes séances de thérapie, qui se concentraient désormais sur l'aide à l'établissement de limites saines avec ma famille. Le docteur Ray a joué un rôle déterminant en m'aidant à surmonter les émotions enchevêtrées du deuil de la relation que je pensais avoir, tout en acceptant la dure réalité de celle qui existait réellement. « Vous ne leur devez ni pardon ni réconciliation », m'a-t-elle rappelé. Des limites saines peuvent signifier un contact limité, ou même aucun contact pendant un certain temps. Chloé a été la suivante à me contacter. Son SMS était un mélange bizarre de félicitations et d'apitoiement sur son sort. « Félicitations pour le nouveau job chic. Ça doit être bien de toujours retomber sur ses pattes. Les choses ne vont pas super bien pour moi chez Valois Sterling. Il n'arrête pas de dire que mon travail n'est pas à la hauteur. J'aurais bien besoin de quelques conseils si tu n'es pas trop occupé à réussir. »
J'ai montré le message au Dr Ray lors de notre séance suivante. « Qu'en pensez-vous » a-t-elle demandé. « C'est du Chloé tout craché » ai-je répondu. Un clin d'œil superficiel à ma réussite, immédiatement suivi d'un recentrage sur ses problèmes. Elle n'assume aucune responsabilité pour ses problèmes de performance et elle s'attend toujours à ce que j'intervienne pour la sauver. « Et comment cela vous fait-il sentir » a demandé le Dr Ray. J'y ai réfléchi attentivement. Triste surtout. Triste qu'elle ne voit pas à quel point il est complètement inapproprié de me demander de l'aide après avoir participé à ce qui s'est passé. Triste qu'elle soit toujours coincée dans ce même schéma pathétique. Mais aussi libre. Je ne me sens plus responsable de régler ça pour elle. Cette prise de conscience a été incroyablement puissante. Toute ma vie, j'avais ressenti cette obligation tacite d'aplanir le chemin de Chloé, de l'aider à réussir, de la protéger des conséquences de ses propres actions. Ce fardeau n'était plus le mien à porter. Au lieu de répondre à Chloé, j'ai mis toute mon énergie dans la construction de ma nouvelle vie. Je me suis lancée à corps perdu dans mon rôle chez Apex Innovation, m'établissant rapidement comme une leader créative et efficace. J'ai développé de véritables amitiés avec des collègues qui apprécièrent mes contributions sans tout le bagage de mon drame familial. J'ai aussi commencé à renouer avec certains membres de ma famille élargie qui n'avaient entendu que la version déformée des événements de mes parents. Ma tante Carole, la sœur de mon père, m'a invitée à déjeuner un week-end. « J'ai entendu des choses préoccupantes de la part de tes parents », a-t-elle dit prudemment. « Ils ont mentionné que tu avais des difficultés émotionnelles. » J'ai pris une profonde inspiration et je lui ai dit la vérité sans fard. Je lui ai montré le communiqué de presse sur mon nouveau poste et lui ai expliqué ce que mes parents avaient réellement fait. Tante Carole était horrifiée. « Ce n'est pas l'histoire qu'ils ont racontée à tout le monde », a-t-elle dit, les yeux écarquillés. « Ils ont dit que tu avais fait une sorte de dépression après avoir été écartée pour une promotion et qu'ils s'inquiétèrent beaucoup pour toi. Ils ont créé la situation qu'ils décrivent, ai-je expliqué. Ils ont saboté ma promotion, puis ils ont présenté ma colère justifiée comme une crise de santé mentale. Au cours des semaines suivantes, j'ai eu des conversations similaires et honnêtes avec d'autres membres de la famille. Mon but n'était pas de les monter contre mes parents, mais simplement de m'assurer que ma version de l'histoire soit entendue. Beaucoup ont été choqués par ce que mes parents avaient fait, bien que quelques-uns aient encore essayé d'excuser leur comportement comme des tentatives maladroites de aider Chloé. Pendant ce temps, j'ai appris par le bouche à oreille de l'industrie que Chloé avait des difficultés importantes chez Valois Sterling. Apparemment, après avoir appris toute l'étendue de la tromperie de mon père, Léo avait mis ses superviseurs en état d'alerte. Elle avait été placée sous un plan d'amélioration des performances et risquait sérieusement d'être licenciée. Ma mère a commencé à laisser des messages vocaux de plus en plus désespérés, essayant différents angles pour rétablir le contact. « Ambre, ma chérie, tu nous manques au dîner du dimanche. Ta sœur a tellement de mal au travail. Elle aurait vraiment besoin de tes conseils. Ton père ne voulait pas te faire de mal. Il essayait juste d'aider Chloé. » J'ai maintenu mes distances, me concentrant plutôt sur la construction d'un réseau de soutien sain et réciproque. Je me suis inscrite à un club de lecture, j'ai commencé à prendre des cours de poterie le week-end et j'ai commencé à faire du bénévolat dans un programme de mentorat en marketing pour les jeunes défavorisés. Pour peut-être la première fois de ma vie d'adulte, je développais une identité complètement distincte de la dynamique toxique de ma famille. 3 mois après mon nouvel emploi, j'ai été invitée à être l'oratrice principale d'une grande conférence de l'industrie où je savais que beaucoup de mes anciens collègues seraient présents. Ma présentation sur les stratégies marketing innovantes a été un énorme succès. Après, plusieurs employés de Valois Sterling, dont Jeanne, sont venus me voir. « Tu es radieuse », a dit Jeanne en me faisant une chaleureuse accolade. « Apex a tellement de chance de t'avoir. »« Merci », ai-je répondu, sincèrement heureuse de la voir. « Comment vont les choses chez Valois Sterling ?»« Différentes, sans toi », a-t-elle admis. Léo regrette vraiment la façon dont tout s'est passé. « Et ta sœur ? Eh bien, c'est bon, tu peux me le dire. Elle a été licenciée la semaine dernière, a dit Jeanne. Elle ne pouvait tout simplement pas gérer la charge de travail des clients ou les délais. Et les gens n'arrêtèrent pas de comparer son travail au tien, ce qui n'a pas aidé. J'ai ressenti une tempête complexe d'émotions en entendant cela. Une partie de moi, celle qui était encore si profondément blessée par sa trahison, a ressenti un sentiment de justification. Mais une autre partie était simplement triste. Triste que Chloé ait été mise dans une position
où elle était destinée à échouer, en grande partie à cause des efforts mal avisés et égoïstes de nos parents. Plus tard dans la soirée, j'ai repéré Léo de l'autre côté du bar de l'hôtel lors de la réception de la conférence. Après un moment d'hésitation, je me suis approchée de lui. « Ambre », a-t-il dit, avec un plaisir sincère dans la voix. « Votre présentation d'aujourd'hui était exceptionnelle. »« Merci Léo », ai-je répondu. « Comment allez-vous ?»« Honnêtement, je gère les retombées de ce qui s'est passé avec vous. Ce fut une prise de conscience sur la façon dont nous gérons les problèmes de personnel. Nous avons mis en place de tout nouveaux protocoles pour vérifier toute affirmation de tiers concernant les employés. « C'est une bonne nouvelle ?» ai-je dit, et j'ai été surprise de réaliser que je ne ressentais plus aucune colère envers lui. Il avait été manipulé par mon père. Et bien que sa réponse initiale ait été imparfaite, il avait finalement reconnu son erreur et en avait tiré des leçons. « J'ai entendu parler de Chloé », ai-je ajouté. Il avait l'air mal à l'aise. Oui, c'était malheureux. Elle n'était clairement pas prête pour ce niveau de responsabilité. J'aurais dû le reconnaître dès le début. Nous nous sommes quittés en bons termes et je suis retournée à la conférence avec un sentiment de clôture concernant mon temps chez Valois Sterling. Ma réputation professionnelle était plus que restaurée. Je construisais quelque chose de nouveau et d'excitant chez Apex. Lors de ma séance suivante avec le Dr Ray, j'ai partagé tous ces développements. « Vous avez fait des progrès remarquables », a-t-elle observé. « Vous avez établi des limites saines, vous avez reconstruit votre carrière et vous avez développé un sens de soi plus fort, complètement en dehors de vos relations familiales. » La question maintenant est, quel type de relation, si tant est qu'il y en ait une, voulez-vous avoir avec vos parents et votre sœur à l'avenir? C'était une question à laquelle je pensais depuis des semaines. La blessure était toujours là. La rupture de confiance était profonde. Mais il restait ma famille, pour le meilleur ou pour le pire. Je ne suis pas prête pour un contact régulier, ai-je admis. Mais je pense que finalement, je pourrais être ouverte à une relation avec des limites et des attentes très claires. Une relation où je ne suis pas responsable de tout arranger pour Chloé. Et une où mes parents doivent me respecter en tant qu'adulte, avec ma propre vie. Cela semble être une approche très saine, a dit le Dr Ray. Et rappelez-vous, le pardon, si vous le choisissez un jour, est pour votre bénéfice, pas le leur. Un an plus tard, j'étais sur scène en train d'accepter le prix de l'innovatrice de l'année au gala annuel de l'industrie du marketing. Dans le public se trouvaient 2 de mes anciens collègues de Valois Sterling, dont Léo, qui m'a fait un signe de tête respectueux. L'industrie était petite et la nouvelle de mon succès chez Apex s'était répandue. J'avais été promue directrice générale de la création 6 mois seulement après avoir rejoint l'entreprise, devenant la plus jeune personne à avoir jamais occupé ce poste dans l'histoire de l'entreprise. Après la cérémonie, j'ai vérifié mon téléphone et trouvé un SMS de ma mère. « Vu en ligne pour ton prix. Félicitations, ton père et moi sommes fiers de toi. » C'était le premier contact de leur part auquel je répondais depuis des mois. « Merci », ai-je répondu, en restant simple. La vérité était que mes parents m'avaient contacté plusieurs fois au cours de l'année écoulée, surtout après que Chloé a perdu son emploi chez Valois Sterling. Elle était restée au chômage pendant plusieurs mois avant de finalement trouver un poste dans une entreprise beaucoup plus petite, mieux adaptée à son niveau d'expérience réelle. Sans la pression immense d'essayer de prendre ma place, elle s'en sortait apparemment bien là-bas. La situation financière de mes parents avait également changé de façon spectaculaire. L'entreprise de mon père avait réduit ses effectifs et à 58 ans, il s'est retrouvé soudainement sans emploi. Après des décennies à vivre bien au-dessus de leurs moyens, ils avaient des dettes importantes et très peu d'épargne. La fierté les avait empêchés de demander de l'aide pendant un certain temps, mais finalement, la nécessité financière l'a emporté. Le message vocal de mon père avait été difficile à écouter. Sa voix, habituellement si confiante et retentissante, semblait tendue et vieille. « Ambre, je sais que nous avons eu nos différends, mais ta mère et moi sommes dans une position difficile en ce moment. J'ai perdu mon travail et le prêt immobilier. Eh bien, nous aurions besoin de quelques conseils. Tu as toujours été si doué avec les finances. S'il te plaît, appelle quand tu pourras. » Je n'ai pas rappelé tout de suite. Au lieu de cela, j'en ai discuté avec le Dr Ray lors d'une de nos séances de suivi mensuelles. « Comment leur demande vous fait-elle sentir ?» a-t-elle demandé. « Partagez », ai-je admis. Une partie de moi veut t'aider, parce que ce sont toujours mes parents. Une autre partie voit l'ironie suprême qu'ils viennent te me demander de l'aide après tout ce qu'ils ont fait.
Et honnêtement, une petite partie mesquine de moi se sent justifiée qu'ils aient de maintenant besoin de moi, au lieu de l'inverse. Ce sont toutes des réactions naturelles, m'a-t-elle assuré. La question est, quelle réponse correspond à vos valeurs et à vos limites maintenant? Après mûre réflexion, je les ai rappelées. Je ne leur ai pas offert d'argent, ce qui n'aurait fait que renforcer les mêmes dynamiques malsaines. Mais j'ai fourni des conseils pratiques sur la budgétisation, sur la façon de chercher un emploi à l'âge de mon père, et sur la possibilité de déménager dans une maison plus petite. La conversation a été gênante mais civile, avec une épaisse couche de tension qu'aucun de nous n'a abordée directement. Ma mère a appelé la semaine suivante. « Ton père est trop fier pour le dire, mais tes conseils ont été utiles. Il a un entretien la semaine prochaine avec une plus petite compagnie d'assurance. Ce serait un pas en arrière, mais c'est quelque chose. » « Je suis contente de l'entendre, » ai-je répondu, en maintenant le ton poli mais distant qui définissait désormais nos interactions. « Ambre, » a-t-elle poursuivi, sa voix hésitante, « tu nous manques. Ce qui s'est passé l'année dernière, ton père pensait juste qu'il faisait ce qu'il y avait de mieux pour tout le monde. En mentant sur ma santé mentale, en essayant de donner à Chloé un poste pour lequel elle n'était pas qualifiée, il a fait une erreur, a-t-elle concédé, ce qui était peut-être ce qui se rapprochait le plus d'une véritable excuse de la part de l'un de mes parents. Nous en avons fait une tous les deux. Nous n'aurions jamais pensé que cela t'affecterait autant. Tu as toujours été si forte, si capable de tout gérer. Cela ne rend pas acceptable de me saboter, ai-je souligné. Et cela n'aide pas Chloé sur le long terme. Elle doit trouver son propre chemin, pas qu'on lui serve le mien sur un plateau. Il y eut une longue pause avant que ma mère ne reprenne la parole. Je le comprends maintenant. Chloé va mieux dans son nouveau travail. C'est plus à son rythme, moins de pression. Et elle prend des cours pour améliorer ses compétences. C'était un petit pas, mais c'était un pas vers la reconnaissance de la réalité des capacités de Chloé, plutôt que de la version gonflée qu'ils avaient toujours désespérément maintenue. Au cours des mois suivants, un nouveau schéma, timide, a émergé. Je les rejoignais occasionnellement pour les dîners du dimanche, mais pas toutes les semaines comme avant. Les conversations restaient quelque peu en surface, axées sur des sujets sûrs. Mon père a trouvé un nouvel emploi, moins prestigieux et moins bien payé que son ancien. L'expérience semblait l'avoir rendu plus humble, bien que je vois encore des aperçus de sa vieille nature contrôlante refaire surface de temps en temps. Chloé et moi avons même réussi à établir une relation fraternelle prudente. Sans que nos parents nous montent activement l'une contre l'autre, nous avons découvert que nous pouvions interagir comme deux adultes avec des vies séparées, plutôt que comme des concurrentes. Elle semblait sincèrement intéressée par mes conseils de carrière, maintenant qu'ils venaient sans la pression écrasante de la comparaison constante. Ma vie professionnelle, quant à elle, s'est épanouie chez Apex Innovation. J'ai bâti une équipe qui partageait mes valeurs de créativité, d'intégrité et de soutien mutuel. J'ai mis un point d'honneur à encadrer les membres plus jeunes du personnel, en particulier les femmes, en les aidant à naviguer dans les dynamiques souvent délicates du monde du marketing. Ma propre expérience m'avait rendue hyper consciente des politiques de bureau et de l'importance absolue d'établir des limites claires. En réfléchissant aux 2 dernières années, j'ai réalisé à quel point l'expérience m'avait profondément changé. La trahison avait été atroce, une douleur si profonde que je ne pensais pas y survivre. Mais elle m'avait forcé à reconnaître des schémas toxiques que j'aurais pu autrement tolérer pour le reste de ma vie. Elle m'avait poussé à établir des limites plus saines, à m'estimer indépendamment de l'approbation de ma famille et à construire une vie entièrement selon mes propres termes. J'avais appris que le succès n'était pas seulement une question de réalisation professionnelle ou de récompense financière. C'était une question d'intégrité, de respect de soi et de s'entourer de personnes qui m'appréciaient authentiquement. J'ai découvert que parfois, les expériences les plus douloureuses peuvent conduire à la croissance la plus significative et que la résilience ne vient pas en évitant la douleur, mais en apprenant à la traverser avec grâce et détermination. Plus important encore, j'avais appris que ma valeur ne dépendait pas, et n'avait jamais dépendu, de la reconnaissance ou de l'approbation de ma famille. Elle était inhérente, elle était immuable, et elle était définie par moi, et moi seule. En regardant la ville depuis la fenêtre de mon bureau, j'ai ressenti un sentiment de paix qui avait été absent pendant une si grande partie de ma vie. Le voyage avait été un enfer, mais j'étais sortie du feu plus forte, plus sage et plus authentiquement moi-même que jamais. Je me demande si vous avez déjà vécu une trahison qui a finalement conduit à un changement positif dans votre vie.
Comment l'avez-vous gérée? Et qu'avez-vous appris de cette expérience? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour plus d'histoires sur la manière de surmonter les défis et de trouver son propre chemin. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et souvenez-vous que parfois, les moments les plus douloureux peuvent devenir la base de votre plus grande force et de votre plus grand bonheur. Fin de l'histoire.